Alors voici la correction du dernier DS. Il s'agissait d'un exercice 2. Cet exercice portait sur l'épinard. On nous expliquait que l'épinard avait une croissance différente en jours courts et en jours longs. En jours courts, où les jours sont inférieurs à 13 heures, la plante se présente en rosette, alors qu'en jours longs, la tige va avoir une croissance importante. Et l'objectif était d'expliquer les modalités de la croissance en longueur de la tige d'épinard lors des passages en jours longs. Donc il faut vraiment se concentrer sur la croissance en longueur de la tige et expliquer toutes les choses qui peuvent intervenir sur ce mécanisme de croissance. Premier document où on voit que l'entre-nœud, c'est la partie entre effectivement les deux endroits où les feuilles sont insérées. Nous, sur la croissance, on sait que la croissance des végétaux peut se faire par élongation. On sait que les cellules s'allongent. Donc là, c'était la connaissance qu'on pouvait associer à... Ensuite, le deuxième document présentait la voie de synthèse simplifiée des gibérellines. On nous disait que les gibérellines, qu'on appelle GA, sont des hormones qui sont produites par les feuilles et qu'il y a une voie de synthèse simplifiée qui permet à partir d'une molécule précurseur P de donner des gibérellines 20, des gibérellines 1 et des gibérellines 8. Et on nous précisait que chaque étape présentée par une flèche va être contrôlée par une enzyme spécifique et que la bêta-hydroxylase est l'une de ces enzymes. Donc, qu'est-ce qu'on sait, nous? On souligne les mots-clés du document. On nous dit que les gibérellines sont des hormones. On sait que la croissance des végétaux est contrôlée par des hormones végétales. Ensuite, on nous dit ici que chaque étape est représentée par une flèche, et bien que chaque flèche en fait va représenter l'action d'une enzyme spécifique. Là, il faut faire appel aux connaissances de... On sait que l'enzyme, c'est une molécule qui va venir fixer au niveau de son site actif un substrat. Il va y avoir la liaison du substrat sur le site actif, la formation du complexe enzyme-substrat, et ça va permettre une réaction de transformation faite de ce substrat qui va donner des produits. Donc les produits vont être libérés et l'enzyme va revenir intacte et va pouvoir à nouveau être réutilisée sur des... On nous dit aussi que l'enzyme est spécifique. Ça veut dire que l'enzyme qui transforme le précurseur en GA20 est différente de l'enzyme qui transforme GA20 en GA1, qui elle-même est différente de l'enzyme qui transforme GA1 en GA8. Sur cette spécificité des enzymes, je sais qu'il y a une double spécificité des enzymes. C'est-à-dire qu'une enzyme va agir sur un substrat pour donner des produits. Mais que ce même substrat peut être transformé par une autre enzyme, ici en rouge sur le schéma. Dans ces cas-là, les produits qui vont être formés sont différents des produits formés par une autre enzyme. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la spécificité d'action. Et puis, on sait aussi qu'il y a une spécificité de substrat, c'est-à-dire qu'une enzyme va être active seulement sur un seul type de substrat. Ici, c'est sur la deuxième ligne où on voit que l'enzyme rouge va être active sur le substrat 1, et va le transformer en produit 3 et produit 4, mais cette enzyme n'est pas active sur le substrat 2. Il n'y a pas de transformation du substrat 2 qui va se faire. On nous dit donc si je résume, il y a une enzyme 1 qui va permettre de transformer le précurseur en GA20, une enzyme 2 qui permet de transformer GA20 en GA1, et une enzyme 3 qui permet de transformer GA1 en GA8. Et on nous dit que la 3-bêta-hydroxylase est l'une de ces enzymes. Alors ensuite, on a un document qui nous présente justement le rôle de la 3-bêta-hydroxylase dans la synthèse des gibérellines. On nous dit qu'on a mis on peut utiliser une molécule qu'on appelle BX12, c'est un inhibiteur de l'enzyme 3-bêta-hydroxylase. Ça veut dire qu'en gros, quand BX12 va être mis dans la solution, eh bien l'enzyme 3-bêta-hydroxylase ne va pas fonctionner. Alors maintenant, on va comparer la quantité de gibérelline GA20 et GA1 dans un témoin non traité et dans une plante avec un traitement au BX112, c'est-à-dire sans enzyme 3-bêta-hydroxylase. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que la quantité de GA20 est beaucoup plus importante sans l'enzyme 3-bêta-hydroxylase, alors qu'au contraire, GA1 est beaucoup plus faible, il n'y a que 1,5 nanogramme par gramme de GA1, alors que dans le témoin, il y a 6,7 nanogrammes par gramme. Bien à mon document précédent et que je réfléchis bien, si quand j'enlève l'enzyme 3-bêta-hydroxylase, j'ai beaucoup de GA20 et je n'ai quasiment pas de GA1, ça veut dire que mon enzyme 3-bêta-hydroxylase, c'est l'enzyme 2. Elle va transformer GA20 en
en GA1. Donc si j'ai pas de l'enzyme 2, je vais avoir beaucoup de GA20 dans mon milieu, mais j'aurai jamais de GA1. Le troisième document présentait l'action, en gros, de la gibéréline sur la croissance. Donc là, on mesurait la croissance des tiges d'épinards en jour long en mettant l'inhibiteur de l'enzyme, c'est-à-dire de l'enzyme 2 dont on vient de parler. Et puis on ajoutait parfois de la GA20 et parfois on ajoutait de la GA1. Bon, qu'est-ce qu'on voit? On voit que la courbe noire représente une plante traitée avec, donc sans l'enzyme 2, mais avec GA1. On voit que finalement la croissance elle est identique à une plante témoin. Alors que la plante qui n'a pas l'enzyme 3-bêta-hydroxylase mais qui a la GA20, finalement a une croissance qui ressemble à une plante qui aurait juste été traitée au BX112. Donc en gros, il y a très peu de croissance. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que finalement, c'est bien GA1 ici qui va permettre la croissance. Et ce n'est pas GA20, puisque quand je mets de la GA20, finalement, j'ai très peu de croissance. Ensuite, j'ai une deuxième expérience. On met encore donc cet inhibiteur de l'enzyme, donc je n'ai pas E2 dans mon milieu, et puis j'applique des doses croissantes de GA20 et de GA1. Qu'est-ce que je vois? Bon, je vois qu'avec GA20, même si j'augmente la concentration de GA20, on passe de 0,1 microgramme par plante de gibéréline à 1, je vois que finalement la plante ne grandit pas, voire même au contraire, elle rapetisse. Alors que si je traite avec GA20, je vois que la croissance augmente, surtout à partir d'une concentration de 0,3 microgramme par plante de gibéréline. Toujours GA1. Donc finalement, là c'est une expérience qui est faite en jour long. Donc je peux dire que GA1 permet bien la croissance de la plante en jour long. Maintenant, j'ai un document 4 qui me montre l'influence de la photopériode sur la synthèse des gibérélines. Donc en gros, les chercheurs ils ont mesuré la concentration de GA20 et de GA1 dans des plants d'épinards en fonction de leur durée d'éclairement en jour long. Donc à 0 jour long, on a très peu de GA20, très peu de GA1. À 4 jours d'éclairement, on voit que la quantité de GA20 passe de 1,4 à 6,9 nanogrammes par gramme, alors que la quantité de GA1 passe de 1,1 à 3,5. Donc le GA1 augmente légèrement, le GA20 augmente beaucoup plus. À 8 jours d'éclairement, 8 jours longs d'éclairement, on a une quantité de GA20 qui est à 18,1 nanogrammes par gramme, alors que le GA1 finalement n'est qu'à 3,7 nanogrammes par gramme, c'est-à-dire quasiment l'équivalent de 4 jours. Et si je continue, au jour 12, là j'ai une quantité de GA20 qui est de 23,1 nanogrammes par gramme, alors que la quantité de GA1 est de 7,1 nanogrammes par gramme. Donc si je regarde l'évolution de GA20, je vois qu'on passe d'une concentration faible, 1,4 nanogrammes par gramme, à une augmentation, on va dire, continue de la concentration de GA20. Pour GA1, je vois que la concentration a légèrement augmenté entre jour 0 et jour 4, mais finalement, entre jour 4 et jour 8, elle est restée relativement stable. Et on a l'impression que c'est entre le jour 8 et le jour 12 que là, on commence à avoir une augmentation plus importante de la concentration de GA1. Donc, il y a une augmentation de GA1 à peu près au 10e jour, après le début des jours longs. Ce qui est en lien avec le fait que la tige ne commence à s'allonger qu'au 10e. Et puis, vous aviez enfin le document 5 qui me permettait d'expliquer le déterminisme génétique de la croissance. Donc on nous expliquait qu'il y avait des plantes de petite taille, comme le pois nain, qui avaient en fait, qui ne grandissaient pas, la tige ne grandissait pas, alors que le pois classique, la longueur était beaucoup plus importante. On nous disait que le gène LE contrôlait la synthèse de cette fameuse enzyme, l'enzyme 2, là qu'on a définie tout à l'heure, et que cette enzyme, elle intervient dans la croissance en longueur de la tige. On nous dit que ce gène s'exprime dans la tige du pois en croissance. Mais chez le pois de petite taille, le gène est muté, donc il n'y a pas d'enzyme fonctionnelle. Et après, on nous présentait des chromatographies. Donc la chromatographie, c'est une technique de séparation des substances présentes dans un mélange, et on peut voir les gibérélines du coup qui sont présentes chez une plante. Donc en A, sur le graphique A, c'est une plante qui est de phénotype classique, c'est-à-dire c'est un pois normal, alors que chez le B, c'est une plante naine. Donc on voit que chez une plante normale, on a beaucoup de GA20, on a du GA1, on a du GA29 et on a du GA8. Alors que chez la plante naine, on a du GA20, du GA29, mais on n'a ni GA1 ni GA8. Alors, si je reviens un petit peu dans les connaissances que je vais savoir sur le gène, qu'est-ce que c'est? Eh bien, mes connaissances, c'est qu'à partir d'un gène qui est situé dans le noyau d'une cellule, donc le gène il est sur la molécule d'ADN,
il va y avoir une transcription, c'est-à-dire que l'ADN va permettre la synthèse de l'ARN, qui ensuite va maturer pour devenir de l'ARN messager, qui va sortir par le noyau, et cet ARN messager va permettre ensuite de synthétiser des protéines. Donc ça, je le sais, ça c'est ce qu'on appelle l'expression génétique. À partir d'un gène, je vais avoir une protéine qui va être synthétisée. En fait, les enzymes, ce sont des protéines. Donc ici, sur mon schéma, le gène, ce serait le gène LE, et la protéine qui serait synthétisée, ce serait l'enzyme 3-bêta-hydroxylase. Maintenant, on nous dit que ce gène, il est muté dans le cas des pois de petite taille, et du coup, il n'y a pas la synthèse de l'enzyme fonctionnelle. Donc ici, chez la plante naine, il n'y a pas cette enzyme, l'enzyme numéro 2. Donc du coup, si je n'ai pas l'enzyme numéro 2, ben, je vais bien avoir du GA20, c'est ce que je vois sur mon graphique B, mais je n'aurai pas de GA21. Et c'est bien ce que je vois également sur mon graphique. Alors, qu'est-ce qui va se passer au bout de 12 jours longs? Ben, c'est au bout de 12 jours longs seulement que va se faire cette expression du gène, c'est-à-dire la transcription du gène et la traduction ensuite de l'ARN messager en protéines. Et c'est qu'à partir du 12. Donc, si je résume, j'ai bien une croissance de la tige par élongation qui va se faire au bout du 10e jour de jour long. Je sais que ça se fait grâce à l'action d'une hormone. Cette hormone, c'est l'hormone GA1. Cette hormone, elle est synthétisée, j'aurais dû mettre un E à synthétiser, au bout d'une dizaine de jours longs. Donc ça, c'est tous les documents là que je vous ai mis qui permettent de le dire. Et qu'est-ce que je peux dire aussi? C'est que c'est le gène LE qui ne s'exprime qu'au bout d'une douzaine de jours d'éclairement long qui va permettre la synthèse de l'enzyme, la 3-bêta-hydroxylase, qui va donc transformer GA20 en GA1. Donc la première chose qui va se produire, c'est d'abord le gène qui va être traduit en enzyme, puis l'enzyme qui va transformer GA20 en GA1, puis GA1 qui va permettre la croissance en longueur de